La France a pris note de la décision américaine d'un boycott diplomatique des JO de Pékin. Il y aura une réponse coordonnée des Européens, promet même l'Elysée ce matin. Par un tel geste, Washington entend dénoncer le génocide des Ouïghours, ce qui a fait réagir, vous le verrez ce matin, les Chinois. L'administration Biden qui tentera aussi aujourd'hui de convaincre les Russes de ne pas envahir l'Ukraine. Le président américain et russe ont rendez-vous cet après-midi par visioconférence, échange à enjeu, alors que des dizaines de milliers de soldats sont actuellement massés à la frontière. À suivre les explications à Moscou de Julian Colling. Et puis plus de discothèques pendant un mois, retour du masque obligatoire dans toutes les écoles de France, y compris dans les cours de récré. Le gouvernement français a décidé de renforcer le protocole sanitaire. Mais la réponse face à cette nouvelle vague reste très mesurée. Pas de reconfinement envisagé ni même de vacances scolaires avancées. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. L'initiative américaine serait-elle en train d'inspirer d'autres États? Après l'annonce de Washington de vouloir boycotter diplomatiquement les JO de Pékin, la France dit ce matin réfléchir elle aussi à exprimer ses préoccupations sur les droits de l'homme. Il y aura, dit même l'Elysée, une coordination européenne à ce sujet. Washington enverra bien des athlètes au prochain Jeux d'hiver, mais aucun représentant officiel pour protester contre le génocide en cours dans le Xinjiang. De toute façon, répondent les Chinois, aucune invitation ne leur avait été transmise. Tout le monde se fiche de la présence ou non de ces gens-là. Christophe Dansette. Devant la tour olympique de Pékin, des jeunes s'exercent à leur sport. Ils ne digèrent pas l'annonce d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver par Washington. Dans le contexte actuel de pandémie, il y a peu d'événements sportifs. Cette situation est généralisée. Par conséquent, c'est une bonne chose d'organiser les Jeux olympiques d'hiver, non? Pourquoi boycottent-ils? Je pense que l'Amérique manque de respect aux athlètes. Ils se sont entraînés pendant de nombreuses années et puis les États-Unis disent très simplement que leurs diplomates ne participent pas, ce qui montre que le gouvernement américain est lâche. Mais ils ne pourront jamais boycotter la grandeur de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères, lui, menace les États-Unis de mesures de rétorsion, sans dire lesquelles. Le mensonge du siècle fabriqué par les États-Unis sur le prétendu génocide au Xinjiang est depuis longtemps démasqué par les faits. La tentative des États-Unis d'interférer avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin par préjugés idéologiques, sur la base de mensonges et de rumeurs, ne fera que révéler les sinistres intentions de la partie américaine. Washington a annoncé lundi vouloir n'envoyer aucun représentant officiel lors des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Les athlètes américains, en revanche, participeront bien aux compétitions. Un boycott diplomatique pour protester contre ce que la Maison-Blanche qualifie de génocide et de crimes contre l'humanité contre les Ouïghours. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont salué la décision américaine. Dans la foulée, la Nouvelle-Zélande a annoncé boycotter à son tour diplomatiquement les Jeux. D'autres pays pourraient également suivre l'exemple américain. Et ce sommet très important qui va s'ouvrir cet après-midi, Joe Biden et Vladimir Poutine vont échanger tout à l'heure par visioconférence. L'occasion pour les deux dirigeants de désamorcer les vives tensions autour des migrants, de la mer Noire, mais surtout de l'Ukraine. Washington redoute que la Russie répète le scénario de 2014 et n'envahisse son voisin. Alors comment l'entretien du jour est-il appréhendé par Moscou? Élément de réponse avec Julian Colling. Dans la presse russe, hier et aujourd'hui, on se félicite en tout cas, on signale que ce nouveau rendez-vous donc, par visioconférence est plutôt un bon signe. Ça permet à moindre frais de garder le contact ouvert, un dialogue qui avait été ouvert bien sûr au mois de juin avec cette rencontre à Genève et désormais par contre on se fait pas beaucoup d'illusions par contre à Moscou aujourd'hui sur les avancées concrètes qu'on peut attendre de ce rendez-vous. Par exemple le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a hier déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à des percées aujourd'hui, c'était simplement encore une fois pour garder le contact et le dialogue ouvert, mais c'était difficile également selon lui de reconstruire une relation vraiment endommagée ces derniers mois entre l'Occident, on peut dire les États-Unis surtout, et la Russie. Et donc bien sûr le sujet principal aujourd'hui sera sans doute l'Ukraine, car c'est autour de l'Ukraine justement, de ce dossier très important, que la tension a encore monté ces derniers jours, vous le disiez, avec des troupes notamment russes qui s'approchent donc de la frontière ukrainienne en Russie.
À compter du 27 décembre prochain, la vaccination sera rendue obligatoire à New York pour tous les employés du secteur privé. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a décidé d'aller au-delà du projet de Joe Biden, actuellement, je le rappelle, suspendu par une décision de justice. 184 000 entreprises et commerces sont concernés par cette dernière annonce. En France, les 65 ans et plus peuvent désormais aller faire leur appel sans prise de rendez-vous. C'est la nouveauté. C'est l'une des annonces hier de Jean Castex qui a dit espérer pouvoir démarrer aussi la vaccination des 5-11 ans avant la fin de l'année. Le gouvernement répète qu'il n'y aura aucun caractère obligatoire. En revanche, les écoles vont passer dès jeudi au niveau 3 du protocole sanitaire alors que les discothèques, elles, fermeront au moins un mois. Retour sur ces dernières annonces avec nos confrères de France 2. De fortes incitations et peu d'interdictions. Cette nouvelle conférence de presse du Premier ministre ressemble à un dernier avertissement avant des mesures plus draconiennes. L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Parmi les mesures annoncées, la vaccination sera facilitée. Pour les plus de 65 ans, plus besoin de rendez-vous, ils pourront se rendre dans n'importe quel centre. Et pour les enfants de 5 à 11 ans à risque, vaccination possible à partir du 15 décembre. Dans les écoles primaires, le niveau de protocole est relevé de 2 à 3, donc le port du masque sera aussi obligatoire dans les cours de récréation dès jeudi et les activités sportives limitées en intérieur. Autre incitation, le télétravail. Le gouvernement demande aux entreprises où c'est possible 2 à 3 jours par semaine. Sinon, cela pourrait passer par une obligation. Il va falloir lever le pied sur les moments festifs. Jean Castex demande de limiter les pots en entreprise, les crémaillères et événements de fin d'année. Et ce sera plus radical pour les discothèques. Elles fermeront vendredi pour 4 semaines car c'est un lieu de forte propagation. Une concertation commencera avec le ministère de l'économie sur les aides à apporter aux secteurs les plus touchés. Et le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité va se poursuivre aujourd'hui, dernier jour de rencontre, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'occasion d'évoquer les questions liées au développement ou à la pandémie. Il sera évidemment aussi beaucoup question de la menace djihadiste au Sahel, des opérations militaires en cours pour y faire face. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, selon le président sénégalais Macky Sall. En Gambie, la police a tiré hier des gaz lacrymogènes sur des partisans de l'opposition. Ces derniers contestent toujours les résultats de la présidentielle et le maintien au pouvoir d'Adama Barrow. Leur candidat malheureux, Ousseynou Darboe, appelle au calme ses soutiens mais prévient il ira devant la justice si nécessaire. Julien Gall et Émilie Béraud. À coups de gaz lacrymogène, la police disperse les partisans du leader de l'opposition, Ousseynou Darboe. Il conteste la réélection de son rival, le président sortant Adama Barrow, lors de l'unique tour de l'élection présidentielle. Regardez combien de personnes tombent d'ici. Le gaz lacrymogène pénètre même dans la maison de notre leader. Ce n'est pas juste, on est venu là pour l'écouter. Plusieurs personnes, dont des enfants, sont blessées. Dimanche soir, la commission électorale a proclamé la large victoire d'Adama Barrow avec 53% des voix. Ousseynou Darboe a aussitôt rejeté ce résultat, annonçant un recours devant la justice. Mais après les échauffourées de cette nuit, il appelle ses supporters au calme en évoquant la saison touristique en cours. Vous savez à quoi ça peut mener? Les touristes, ils vont avoir peur, ils vont rentrer chez eux. Et cela conduira au licenciement de plusieurs jeunes qui sont employés dans le secteur touristique. Et vous savez tout comme moi que le chômage des jeunes dans ce pays est l'un de nos plus gros problèmes. Nous ne pouvons pas aggraver ce problème. Les élections se sont en général déroulées dans le calme. Adama Barrow a été le premier président élu en 2016 après 22 ans de dictature de Yahya Jammeh. Mais dans un rapport, la mission d'observation de l'Union européenne a quant à elle constaté des failles critiques, des restrictions et des incertitudes légales qui auraient entaché le processus électoral. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'info revient dans quelques instants sur France 24. Elle se poursuit comme chaque jour sur notre site internet également, www.france24.com. À tout à l'heure.